Bonjour à tout le monde. L'objet de ma communication est une revue de la littérature francophone sur l'éducation et le terrorisme en Afrique. Lorsqu'on parle en effet d'un projet académique collectif sur le terrorisme en Afrique, comme un ouvrage édité ou comme une conférence comme celle-ci, l'on voit apparaître tout de suite au premier plan, notamment dans la littérature francophone, davantage de thèmes liés aux aspects militaires, politiques, religieux et social du terrorisme. Bien que relevant du social, l'éducation est, dans cette littérature francophone, très souvent abordée marginalement. Parfois, elle est même noyée au cœur d'autres questions sociales qui impliquent le terrorisme en Afrique. Et ce que je viens de dire ne veut pas dire que la situation ne change pas. Au contraire, avec l'évolution des regards sur la place de l'éducation dans la compréhension de l'impact du terrorisme en Afrique, de plus en plus d'écrits francophones émergent sur le lien entre l'éducation et le terrorisme. Et c'est à cette catégorie d'écrits sur le terrorisme en Afrique que je m'intéresse dans cette communication, de manière à dresser une catégorie de thèmes susceptibles de servir de socle de discussion. Dans cette revue de la littérature, je me suis limité aux ouvrages et articles accessibles en ligne. J'ai alors interrogé trois moteurs de recherche, Google Scholar, Ken.info et Erudit.org, à travers la requête éducation et terrorisme en Afrique. Et j'ai bien pris soin de mettre l'expression éducation et terrorisme entre guillemets. Et cette opération m'a permis d'avoir un corpus d'une vingtaine de travaux académiques écrits en français sur le lien entre l'éducation et le terrorisme en Afrique. Pour chacun de ces documents, j'ai rédigé une note de lecture qui renseigne à la fois sur le type et le contexte de recherche utilisé et sur les thèses développées dans ces recherches. Et cela m'a conduit à les classer thématiquement en 5 axes principaux, dont le premier présente l'éducation comme une victime du terrorisme. La victimisation terroriste de l'éducation en Afrique est très souvent exprimée en termes d'éducation en crise, d'éducation en situation d'urgence, d'éducation attaquée ou d'éducation en péril. Et sous cet angle, la littérature francophone peint le terrorisme comme une crise qui dégrade l'éducation en termes de destruction des pratiques et des parcours scolaires. En étudiant ainsi l'impact des mouvements armés sur l'éducation dans le bassin du lac Tchad, par exemple, Mahamat Aladji identifie 5 indicateurs de la victimisation terroriste de l'école. Il pointe ainsi la dégradation des conditions de formation et d'apprentissage, la détérioration de la qualité de l'encadrement, l'inadaptation scolaire et le traumatisme scolaire des élèves. Mais 9 ans plus tôt, Akari a aussi relevé les mêmes évidences en ce qui concerne le contexte de l'Afrique du Nord. Pour lui, en effet, l'école est un des plus grands sacrifiés des actes liés au terrorisme en raison notamment de la destruction d'écoles, l'assassinat des enseignants et le déplacement forcé des populations, dont en majorité les élèves. Mais l'idée que l'école est un facteur de radicalisation terroriste n'est pas très présente dans la littérature francophone sur le terrorisme en Afrique comme elle l'est notamment en ce qui concerne le contexte occidental ou oriental. Mais je peux néanmoins citer Rodrigue Nanangassan pour qui le faible accès à l'éducation est une des causes de la radicalisation violente. Mais en dehors de ce point de vue, l'éducation est, dans la littérature francophone, davantage débattue comme une réponse contre le terrorisme. Ouattara Fatié suggère ainsi d'intégrer la laïcité dans les programmes éducatifs pour faire de l'école un instrument de lutte contre le terrorisme. Et il développe à cet effet le concept de pratique de la morale laïque. Dans ce concept de pratique de la morale laïque qu'il développe,
Il inclut notamment la promotion des valeurs démocratiques, le développement de la pensée critique, la création d'un environnement inclusif et de vivre ensemble et la socialisation civique. Fernando Remers et Lindbergh Mondesir insistent quant à eux sur deux concepts qui font de l'école un instrument de lutte contre le terrorisme. Le premier parle de l'éducation planétaire ou cosmopolite, alors que le second parle du pluralisme religieux de l'éducation. Dans le même sens que Clotilde Higon suggère d'adapter les politiques éducatives du Sénégal aux défis religieux de ce pays. En rapportant ainsi l'éducation au terrorisme en Afrique, la littérature francophone met en évidence plusieurs raisons parmi lesquelles notamment l'impact des actes terroristes sur l'éducation. En dehors de cette raison, Dia, Hugon et De Golpierre soulignent le fait que le public éducatif est quasi identique à l'audience visée par le terrorisme en termes de recrutement ou de victimes. Ils soulignent aussi que 40% des populations africaines exposées au terrorisme sont des élèves. Et pour Lidenberg-Mondesir, en tant que potentiels futurs clients ou victimes du terrorisme, ces élèves constituent des formidables miroirs des turbulences sociales et des tensions en termes de recomposition de nos sociétés, et en même temps ils sont des témoins les plus sensibles et les plus vulnérables des violences radicales, alors qu'en même temps ils sont engagés dans la phase de la construction identitaire. Dounia Bouza pointe aussi le fait que chez les jeunes, aujourd'hui, la fonction du religieux dépasse désormais le cercle du rituel pour interférer avec d'autres domaines de la vie, et donc dans ce sens, prévenir le terrorisme invite à agir sur l'école qui les accueille et sur l'éducation qui les éduque. Comment donc approcher le lien entre l'éducation et le terrorisme en Afrique? Parlant de ce lien entre l'éducation et le terrorisme en Afrique, Rohan de Golpierre et Arthur Bauer posent la difficulté de le quantifier et même de le qualifier. Shel Pidenhammer et son équipe pointent aussi la difficulté épistémologique de le conceptualiser. Mais malgré ces difficultés, plusieurs recherches insistent sur comment approcher l'éducation en lien avec le terrorisme. Dans ce sens, Lidenberg-Mondesir suggère une éducation africanisée, dont il souligne notamment l'authenticité, la reconnaissance des différences, la décolonialité des savoirs et l'intégration de l'arbre à palabre dans les programmes scolaires. Jean-Émile Charlier défend également une conception intégrative et globale de l'éducation en situation d'urgence, une conception qui ouvre la voie à l'usage des technologies éducatives. On trouve enfin l'idée de la pédagogie, de la conscientisation et de l'engagement chez Catalina Ferrer et Réal Allard, et l'idée de l'éducation cosmopolite chez Fernando Remers. Mais le cas des écoles coraniques soulève une problématique intéressante. Plusieurs recherches francophones, dont celle de Daniel Kadje, inscrivent les écoles coraniques dans la stratégie d'endoctrinement et de radicalisation. Mais cette thèse est de plus en plus critiquée du fait notamment du caractère hasardeux de sa méthodologie. Et l'une de ces critiques vient notamment de Marc-Antoine et Camille Nou, qui ne trouvent pas de corrélation entre l'accès à l'école et l'endoctrinement ou l'intensité de la violence, d'où l'intérêt qu'ils soulignent de relativiser le rôle de l'école coranique et du fanatisme religieux dans la compréhension du terrorisme en Afrique. Rohan de Golpierre et Arthur Bauer suggèrent d'ailleurs de déconstruire le rôle attribué à l'école coranique dans l'expansion terroriste en Afrique pour trois raisons. La première raison a trait à la malconnaissance de cette école. La deuxième raison concerne la faible documentation sur ce type d'école, et la troisième raison réfère à la difficulté de quantifier la part de l'école coranique dans la socialisation des enfants en Afrique.
En conclusion donc, bien qu'émergente, la littérature francophone sur l'éducation et le terrorisme en Afrique pose d'intéressantes perspectives de recherche en termes d'objets de recherche, de politiques éducatives, de pratiques et d'approches pédagogiques et en même temps d'enjeux sociétaux. Mais dans le même temps, ces perspectives de recherche soulignent le besoin et le réel besoin de recourir à l'empirie et à l'interdisciplinarité pour les inscrire dans une certaine objectivité. Vous m'entendez? Oui. OK, merci. Très bien, ça a très bien marché. On m'a demandé, I was asked to give a brief a statement about what this presentation was about in English for our colleagues here who didn't follow it in French. So just a brief summary without obviously trying to repeat all of it. This presentation focused on this question of education and terrorism, the relationship by doing a study of the Francophone literature, meaning the literature written in French about the topic, right? When I read the subject, the title, I thought it was about literature, like novels. But so the literature written in French and starting with a search from the available literature, the author then tries to break down into five themes, five areas where this question is addressed. And so let me just list what they are, and I won't be able to go into his explanation. He discusses under each case a little bit what some of the authors have tried to say about that issue. But he had, there's one set of studies that focus on education as a victim of terrorism, that is, as educational systems being destroyed, devastated, or impacted by terrorism, with a series of studies there. A second set of studies, or a second theme that appears in the literature on the topic, is education as a tool for fighting terrorism. And you can imagine what that is. It's sort of the important role of education as in the fight against terrorism. A third theme that he finds is those that asked the question of why is there a link? Why are we talking about a link between education and terrorism in Africa? And he found a number of studies that addressed that question. The fourth theme was a question of how to approach this relationship between education and Africa, that is, questions of approach, of methodology. How do we try to get at that question? And articles that talked about the methodology of trying to understand how do we try to study this issue. And then finally, the fifth theme that he found in this literature is that there was a series of studies on the specific issue of Quranic schools and Quranic education, and what their role was or what the relationship is there. In conclusions, he found that this is a useful exercise to do, and especially points to the fact that we need to focus on empirical studies, on interdisciplinary work, and on objective work. I think was try to be objective and scientific in our approach to these questions. And so I think I no doubt have not done justice to this richness, but to try to give you a sense, I hope that gives a sense of what this paper was about. So, yeah, thank you. Okay. With that, then, on va passer aux deux collègues qui sont ici présents en personne, en commençant par notre collègue Amadou Cheikhou de l'Université de Maroua. Vous avez sa biographie dans le programme, donc je ne vais pas la lire. On ne va pas perdre du temps, on va passer directement. Let me just say that our colleague Amadou Cheikhou's title is on the fifth of those themes, Quranic Schools in the Context of Insurrection in the Lake Chad Basin, Vectors of Radicalization or Collateral Victims of the Islamist Global Project, ? He asks it as a question. So this paper deals with that question of Quranic schools in the Lake Chad Basin, and how should we think about them? Are they victims or are they vectors of radicalization? Thank you. I'll attempt, but you can also correct me and do it yourself in English afterwards to give a brief statement of what it's about afterwards. OK, merci donc. Sans plus tarder, je vous passe la parole. Vous avez 15 minutes. Après 10 minutes, je vais vous rappeler que vous avez 5 minutes. OK, merci. Oui, oui. Bonjour. Ça ne tient pas bien. OK. OK. Bonjour à tous. Ça va? OK.
Bon, merci, monsieur le modérateur. Comme vous l'avez dit, ma communication porte sur ce titre, les écoles coraniques en contexte d'insurrection dans le bassin tchadien, vecteur de radicalisation ou victime collatérale du projet islamiste global. Et je suis d'autant plus heureux que la fin de la présentation du professeur Béché pointe déjà cette question-là, cette stigmatisation, cette désignation des écoles coraniques. Et quand on regarde notre contexte, celui du bassin tchadien, à partir du moment où il y a eu ce déclenchement de Boko Haram, mais on peut aller un peu plus en arrière, en fait depuis le 11 septembre 2001, et le rôle joué par les écoles coraniques en Afghanistan, au Pakistan, dans la radicalisation, dans le djihad, ainsi de suite. Bon, c'est ce qu'on nous a vendu, mais on sait également qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres jeux derrière qui ont poussé à ce qu'on a vu en Afghanistan. Mais sur le plan global, les écoles coraniques ont été ciblées comme étant des centres de radicalisation. Bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs, ceux qui font la recherche sur ces questions-là, qui ne sont pas d'accord avec ce regard-là. Mais quand on regarde ce que font les ONG, les institutions internationales, à commencer par le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF et autres, on cible les écoles coraniques, on cible les maîtres coraniques, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a toute une stratégie globale qui conduit à transformer ces écoles-là, finalement, pour les sortir de leur finalité originelle, n'est-ce pas? Pour en faire des écoles professionnelles dans une vision peut-être néolibérale ou autre, avec salarisation, professionnalisation des maîtres coraniques, et des dons et autres en soutien aux élèves de ces écoles coraniques-là. Alors, finalement, c'est quoi l'école coranique? Finalement, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle devient? Mais plus grave, que sera cette région-là sans les écoles coraniques? Parce que c'est ce qui se profile à l'horizon. Donc, ma communication porte sur ces écoles-là et également sur ces enjeux-là. Comme je l'ai dit, le déclenchement de la crise Boko Haram conduit à s'interroger sur ses fondements idéologiques, sur sa matrice sociopolitique. Il y a des solutions qui sont recherchées, mais aussi on cherche des responsables. On cherche des coupables. Qui est à l'origine, qui radicalise, ainsi de suite. Et cela a conduit donc à un certain nombre de dérives, et des dérives dont les conséquences s'inscrivent, comme je disais tout à l'heure, dans un certain nombre, dans le futur. Alors, nous avons un espace avec des tensions progressives, évolutives, grandissantes. Il y a la radicalisation, il y a la violence. On est allé chercher les réponses dans la pauvreté. On est allé chercher les réponses dans le système de formation des populations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est cela? Nous tous, on cherche les réponses. Alors, cibler les écoles coraniques, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça donne? Donc, dans ma contribution, je questionne le mode, le contenu, les finalités de cette formation-là. Et dans ce contexte d'agressivité qui se développe. Dans ce contexte aussi, marqué par une certaine difficulté de cohabitation entre les doctrines qui s'opposent en termes de rivalité. Parce qu'avant Boko Haram, il y avait cette situation entre les écoles dites traditionnelles ou traditionnistes ou traditionalistes et ces écoles islamistes, parce qu'il y a école coranique et de plus en plus école islamique. Et ce n'est pas la même chose. Dans les orientations, dans la formation, dans le financement, dans l'organisation, dans les finalités, donc, il y a tout cet aspect-là. Alors, comment donc cerner cette trajectoire qui conduit à la radicalisation en interrogeant ce qui se fait, mais c'est que l'avenir risque de nous réserver en réprimant, tel que ça se produit aujourd'hui, les écoles coraniques. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de jouer plutôt le rôle, de faire le jeu du radicalisme au lieu de l'éradiquer? Donc, dans les fondements, en premier lieu, dans ma communication,
je vais aller sommairement parce que depuis le matin, on a parlé de ces fondements idéologiques et tout cela de Boko Haram. Mais moi, je pose une question de définition. C'est vrai, tout le monde se la pose. Est-ce que Boko Haram traduit-il, n'est-ce pas, ce qu'est Boko Haram? Est-ce que le terme Boko Haram qu'on nous a vendu signifie exactement ce que c'est Boko Haram? Alors, ma réponse, moi, je la trouve dans le nom véritable de ce mouvement-là. Le nom arabe, Jama'atu al-Sunna Lidawa wal Jihad, mouvement sunnite pour la prédication et le combat. Et dès qu'on se situe dans cette terminologie-là, le contexte change, les finalités changent, les objectifs changent. Ce n'est plus le Boko Haram dans le sens où on dit l'école, j'ai vu parfois l'école est un péché, le livre est ceci, cela, mais quand vous questionnez fondamentalement cela, ils ne sont ni contre le livre, ni même contre le savoir. Ils sont contre ce que font ceux qui ont ce savoir sur eux. Il y a un regard entre un problème de représentation, une crise de représentation. L'école est ce qu'elle représente. L'école est les monstres bureaucratiques qu'elle a créés. Le modèle que véhicule l'école occidentale. L'élite qui a été à l'école occidentale, qu'est-ce qu'elle est? Quels sont ses rapports avec les populations, avec leur vécu, mais également avec leur regard sur le monde? Comment ces populations conçoivent le monde? On a trouvé un raccourci, la pauvreté. Mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on devient terroriste. Sinon, là, le monde entier serait terroriste. Il y a des pauvres qui assument leur pauvreté. Et d'ailleurs, même quand vous allez dans ces légions-là, certains ont dit qu'ils sont pauvres, mais allez les voir. Ils peuvent vivre dans une case en paille, dans une hutte et tout cela. Ils ont leur troupeau de bétail, ils ont leur troupeau de ceci ou de cela, qui leur donne un capital qui leur permet de vivre. Ils ont des activités qu'ils mènent, qui leur permettent de vivre et par lesquelles ils ont vécu jusqu'ici. Cette pauvreté-là ne les a jamais poussés à devenir des terroristes. Il faut aller au-delà et voir cette cassure, cette rupture. Et quand je parle de l'élite occidentale, c'est nous tous, hein? Ce n'est pas seulement cela. Quels sont nos rapports avec ceux qui ne sont pas allés à l'école? Nous sommes dans une société où on a dit 90% analphabètes. Nous sommes dans cette société du bassin du lac Tchad. Mais on a oublié que dans les chiffres de l'analphabétisme, de compter qu'il y a des gens qui sont alphabétisés en langue arabe. Ça a existé majoritairement des populations. Ils ont utilisé cet alphabet arabe pour écrire dans leur langue locale. Mais on les a considérés comme analphabètes. Ils ne rentrent dans aucune des statistiques sur l'école, sur l'alphabétisation dans la zone. Par conséquent, tout le regard qu'on a sur eux, c'est des marginaux, c'est des gens réfractaires à l'école dans sa version occidentale. Cela a été construit pendant la colonisation. Et on sait comment le système colonial, dans son regard et dans ses rapports avec l'islam, a construit, n'est-ce pas, cet analphabétisme, mais aussi sa politique de containment à l'égard de l'islam. Domestiquer, contrôler, surveiller les musulmans pour un certain nombre de raisons. L'État postcolonial également va s'inscrire dans cette dynamique-là. Donc, dans l'explication, dans la définition même de Boko Haram, il y a problème. Et tant qu'on ne dépasse pas ces lieux communs qu'on a vendus, qu'on a véhiculés jusqu'ici, on ne peut pas comprendre cela. Donc, il y a une crise de représentation entre l'école, ceux qui portent l'école, ce que l'école représente, une crise dans la relation entre les représentants de l'État, le modèle d'État et les populations dans leur imaginaire. Donc, il y a les questions d'identité et de légitimité de l'État dans sa version coloniale ou postcoloniale, c'est-à-dire ces frontières-là, ces prisons dans lesquelles on nous a tous enfermés en Afrique. Alors, État laïque, tout à l'heure, il y a eu ce débat sur la laïcité qu'on a évoqué. Oui, nous avons de l'État dit laïque. Et docteur Alassane parlait d'État pluri- ou multiconfessionnel. Peut-être c'est plus exact dans notre contexte. Mais vous avez des États dits laïques, mais qui doivent gouverner
des personnes attachées à leur religion. Les Africains sont attachés à leur religion, qu'elle soit importée ou traditionnelle, parfois les deux. Alors, comment des États dits laïques doivent-ils gouverner des gens qui sont attachés à leur religion? Au sens profond du terme, parce que de l'autre côté, en Occident, peut-être, le scientisme a triomphé, on a vaincu Dieu, il est mort, on a décrété sa mort, mais en Afrique, c'est tout le contraire. Et on voit aujourd'hui, avec toute cette religiosité nouvelle qui se développe, qui se répand et est en pleine expansion. Alors, comment gouverner cela dans des États c'est une laïcité, parfois même une laïcité athée, qui est véhiculée, qui est professée, avec un certain nombre de valeurs qui heurtent les sensibilités de tous ceux qui sont attachés à ces croyances, à ces religions-là. Comment les gouverner dans ce cas-là? On n'a pas posé ces questions. Ou alors très peu. On ne cherche pas de solutions à ces questions-là. Donc, également, le divorce. Quand il s'agit des musulmans, c'est encore un autre divorce. Un autre divorce, pourquoi? Parce que le musulman, dans tous les actes qu'il pose, il cherche ce que dit sa religion, dans sa façon de manger, dans sa façon de se comporter en société, dans sa façon de faire sa prière. Il y a la dimension verticale dans ses rapports avec Dieu, mais il y a la dimension horizontale dans ses rapports avec les autres. Donc, dans toute sa vie, quelle que soit la profession qu'un musulman exerce, il demande que dit Dieu par rapport à cela, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je suis en train de faire. Alors, dans ce cas-là, l'école, dans le modèle colonial, a été vendue juste ici. Qu'est-ce qu'elle représente dans le vécu du musulman? Il y a un gros point d'interrogation. Si vous prenez, par exemple, le mariage, tout le monde va à l'état civil, on signe des actes de mariage. Quelle est la valeur de ces actes-là par rapport à ce que fait l'imam? Par exemple, nous sommes dans le contexte musulman, n'est-ce pas? Le mariage attaché par l'imam est supérieur en termes de considération. La question de l'héritage, par exemple, pour les musulmans, il va chez l'imam. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le code civil ou je ne sais pas, qui, Nasser nous dira tout à l'heure, n'est-ce pas, qui codifie cela. Si je fais quelqu'un qui est décédé, il cherche ce que dit sa religion dans la dévolution de son héritage. Donc, tout cela questionne. C'est pour dire qu'il y a une profondeur, une double existence, une dualité entre être musulman et être musulman dans un État dit laïque, multiconfessionnel et autres. Donc, oui, pour conclure, peut-être on continuera le débat tout à l'heure, même dans le cas du Nigeria, on a vu une évolution progressive. Je prends un seul élément, les Sharia courts. Quand on a commencé à instaurer la Sharia dans les États du nord du Nigeria, c'était quoi? C'est pour mettre en adéquation ces vécus de musulmans à l'État tel qu'il est conçu, ainsi de suite. Mais forcément, cela allait conduire au choc que nous vivons et que nous traversons aujourd'hui. Et cette crise-là, elle se retrouve un peu partout dans le monde musulman. Donc, l'école coranique forme des croyants pour la pratique de l'islam. Les ONG, les organisations internationales, tout le monde, on a dit non, il faut maintenant faire évoluer cela. On a développé des projets, des programmes de formation des maîtres coraniques jusqu'à aller dans les programmes, c'est-à-dire le contenu même de la formation dans les écoles coraniques. Donc, ces politiques de réforme dénaturent l'école coranique. Et la mort de l'école coranique signifie aussi le triomphe des écoles islamiques. Parce que l'école coranique va cesser d'exister. Aujourd'hui, on voit ça un peu partout. Et qu'est-ce qui prend le pas? On crée des écoles dirigées par qui? Les personnes qui sont formées dans ces foyers de radicalisation-là. On parle de l'Arabie Saoudite, par exemple. Le wahhabisme, c'est le siège. Les attentats du 11 septembre, la majorité des terroristes venaient d'Arabie Saoudite. Mais on a attaqué l'Irak, on a laissé l'Arabie Saoudite. Vous pouvez comprendre pourquoi. Il y a d'autres enjeux derrière. Le wahhabisme, personne ne l'a incriminé. Ben Laden est un produit du wahhabisme. Al-Jawahiri, n'est-ce pas? Et tout le reste. Quand on parle de Mohamed Youssouf au nord Nigeria, il y a des connexions avec cette école-là, cette école de pensée. Donc, les écoles coraniques dans le bassin tchadien sont en train de traverser une crise grave. On est en train de les tuer à petit feu en mettant un certain nombre de mécanismes, de programmes et de projets. Et j'ai dit, cela va laisser place
au radicalisme qu'on est en train de combattre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très riche, très passionnante, et je crois que ça va susciter beaucoup de discussions et de questions ici. Donc, merci. I will try very briefly, and my colleague can correct me himself. His English is fine, but I'm not going to let him do it because he'll do the same presentation again. So I will try to tell you a little bit in English for my Anglophone colleagues what the presentation was about. And I think I can start sort of from the end by saying the presentation is in the context of efforts to reform the notion of Quranic schools in the context of Northern Cameroon. And that's really what he's questioning. He pointed out that Quranic schools since 9/11 in the world at large have been targeted as sort of dangers. He picks up from the earlier presentation of that theme of what is the role of Quranic schools, that they've been targeted. There's lots of efforts to change them and to transform them into something else. There's a lot of efforts in the region, actually, to make them sort of inspired by neoliberal notions of turning into basic preschools to form people for professional purposes or something of the sort. He then talked about the fact of how the Boko Haram crisis has added new debates to this and what that has meant and how that Boko Haram crisis has transformed the debates about a Quranic education. He pointed to the fact that there's a search for who's guilty, who's at fault, whose responsibility is it for this situation, and looking at factors like poverty and others that we talked about yesterday. But he says the crucial is, what is the goal? What are people trying to accomplish in targeting Quranic schools in these efforts at reform? He pointed to the fact that we need to make the difference between Quranic schools, which exist, and the, I think, relatively newer proliferation of Islamic schools, which are a different thing. Not the traditional Quranic education, but Islamic schools, I'm assuming with a hybrid, sort of more / traditional, more modern, if you can, hybrid kinds of schools. And he says, what are the stakes at suppressing Quranic schools? What are we at risk? And the question is, can it have perverse effects or reverse effects, opposite of what is intended? He thinks it's important to interrogate the question of how these have been targeted and why being translated literally as schools are forbidden or Western schools are forbidden, and rooted it. And he said, if we think about the Boko Haram, its actual name that it gives itself says nothing about schools and nothing about forbidden schools. It's about the Sunnah Islamic education that may be very well intellectuals, but are not taken into account in the region. The question of how the schools and others are used by surveillance of Islam by the state, questions of identity of legitimate state, and especially the question of secularism, or in its Francophone manifestation, laïcité, and the harder one. And he says, what does that mean? What can we talk about laïcité and the idea of a secular school, specifically in the African context, which is one of increased religiosity across all religions and across the continent? That laïcité tends to mean an anti-religious sentiment, according to him, and therefore it tends to have particular implications for Muslims, and in particular for Muslims because of Islam's centrality to everyday life of Muslims and everything. So he asked the question, what does school represent for Muslims today? What are questions like this notion of laïcité? We can see outside of the schools, things like marriage, the notion that a religious marriage isn't recognized and secular marriage is. What is that? How does it, the schools, he says, have come to represent all of that, I think is the point, if I understood you correctly, have represented this whole conglomerate of things that are seen as anti-religious. And that is what Boko Haram is arguing against. And so, in conclusion, he actually cited the case of northern Nigeria as well in the Sharia courts, and he can answer that later. But I think he believes that there's very high stakes in this effort to suppress or get rid of Quranic schools in their traditional form, that for misguided reasons, I think those are my words, not his, but I think for misguided reasons, targeting Quranic education has the risk of creating perverse or unexpected consequences that might actually worsen rather than ameliorate the situation. We have to consider what Quranic schools have meant in the specific local context for people. And that's, the important point he wants to underline. I hope that I've done justice, more or less. Right. Okay, thank you. Okay, so thank you again. I hope that was a bit comprehensible and gave a sense of what this very rich presentation was about.
thank you also so much for your timeliness and respecting our efforts to catch up today. So I now turn to my friend and colleague Youssouf Binate, who is at the University of Bouaké in Cote d'Ivoire, but more importantly has been this year at the University of Florida, where I am. And so Youssouf will now speak. His presentation, you can see his biography, vous pouvez voir sa biographie dans le programme, mais où est-ce que tu es? L'intégration des structures d'éducation islamique en Côte d'Ivoire, les enjeux sécuritaires d'un projet de réforme éducative. So it's the integration of Islamic education in Ivory Coast, the security stakes of an effort at educational reform. So I think we, just to foresee it a little bit, it's in the same theme, right? This idea of reforming Islamic education or integrating it into state education. And he's asking, what are the stakes? What is at risk here in doing this, right? C'est bien ça? OK. Youssouf, et toi aussi, tu peux résumer en ton anglais, mais bon. I'll try to do yours as well. Thank you. Okay. You have 15 minutes. 15 minutes, OK. Merci Léo. Je pense que j'ai bien envie, j'ai bien envie de te laisser continuer parce que tu es tellement éloquent dans ce que. Ouais, next, yes, Next. yes. No. This is next. This is Down. next. Okay, Down. okay. Thank you. OK. Merci Léo. Moi, c'est Youssouf Binate. Je vous viens de la Côte d'Ivoire, qui est le second pays des Camerounais. Voilà. C'est le pays que les Camerounais connaissent le mieux après le Cameroun. Voilà. Je vais vous parler des structures islamiques d'éducation en Côte d'Ivoire. C'est le concept que les autorités publiques en matière d'éducation ont trouvé pour catégoriser toutes ces écoles qui ont un lien avec l'islam dans le milieu d'éducation islamique. À la base, voilà. C'est mieux comme ça. À la base, OK. À la base, moi, je fais partie d'une communauté, la communauté musulmane, qui, au départ, n'a pas véritablement intéressé les pouvoirs publics parce que le choix des écoles coraniques s'inscrivait un peu dans une logique de tourner le dos au christianisme et peut-être même à l'école occidentale. Au départ, ce n'était pas réellement un problème parce que plus vous n'êtes pas éduqué, moins vous serez intéressé à des postes politiques importants dans le futur. Maintenant, il se trouve que à partir des années 2000, surtout le dernier recensement qui a été fait dans le secteur de l'éducation, on s'est retrouvé avec 1 600 000 enfants qui échappaient au système éducatif et 300 000 d'entre eux se retrouvaient dans les écoles non reconnues qu'on appelle les écoles islamiques. Et là, on les retrouvait dans les petits secteurs tels que les petits métiers mécaniques, apprentis baka, les vendeurs à la criée, et aussi dans des activités criminelles. Des enquêtes avaient été menées il y a de cela une dizaine d'années dans le plus grand centre correctionnel du pays, la MACA, à Abidjan, et on a identifié que plus de la moitié des pensionnaires de ce milieu-là étaient des gens en lien avec la communauté musulmane et qui avaient un background dans ce milieu d'éducation islamique. Donc, dans le contexte de Boko Haram, des gens qu'on avait, ce chiffre qui n'intéressait personne parce que c'était politiquement profitable à certains, a été pris au sérieux et les gens se sont engagés dans une stratégie de récupération de ces écoles, de sorte à les intégrer dans le processus d'éducation formelle. Et cette ambition-là avait déjà été exprimée par les musulmans dès le départ. Mais on était dans un contexte où on n'avait pas de menace terroriste véritablement. Et quand la menace terroriste avec Boko Haram s'est pointée, les autorités ont jugé nécessaire que l'objectif des musulmans de voir les écoles intégrées, les écoles publiques, soit maintenant une réalité. Donc, l'idée ici, c'est comment l'ambition des musulmans de voir les écoles islamiques intégrer le système éducatif national a été mise au service de la lutte contre la menace terroriste, mais sans jamais l'évoquer.
Le premier point de mon intervention va porter un peu sur la typologie de ces écoles-là. À la base, l'une des premières catégories d'écoles qu'on connaît dans le milieu islamique, ce sont les écoles coraniques traditionnelles. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Dougoumakalan. Dougoumakalan, c'est un peu en langue malinké. Dougouma, ça veut dire à terre, et puis Kalan qui veut dire l'apprentissage. Et tel que vous voyez sur l'image, voilà, ça traduit un peu ce que c'est que le Dougoumakalan. Donc la formation est organisée autour de deux acteurs essentiels. Vous avez les Karamoko qu'on appelle les enseignants, et puis les Karamokodins. Karamokodins, c'est le petit ou bien le petit élève. Et le curricula, il est connu, c'est le Coran et les disciplines annexes, telles que la jurisprudence. Vous avez le Tawhid, la Sira, le Naou, et un certain nombre d'enseignements en lien. Et au niveau de ces écoles-là, on a 3 grands cycles de formation. Le premier cycle, c'est le cycle qui est dédié exclusivement à les exercices d'écriture et de mémorisation du Coran. En Côte d'Ivoire, traditionnellement, on n'a pas cette culture de devenir hafiz, mais il y a un certain nombre de versets qui est quand même admis pour que les enfants puissent passer le second cycle, qui est ici le cycle qu'on appelle Kitabukala. C'est le cycle des Kitab. À ce niveau-là, on va au-delà du Coran, c'est-à-dire on fait le fiqh, on fait un certain nombre de choses pour rendre explicite ce qu'on a mémorisé, ce qu'on sait lire. Le dernier cycle, c'est le Jalalakalan. Jalalakalan, c'est le dernier cycle. À ce niveau-là, on fait l'exégèse du Coran, le tafsir, évidemment, et à la fin, ce cycle est sanctionné par l'attribution de ce qu'on appelle, c'est une attestation, tu vois, on a l'ISNAD d'abord, qui traduit un peu la ligne, la transmission, dans la chaîne de transmission voilà, de la lignée. Et puis, on a le turban autour de la tête. Et ce turban-là, celui qu'on t'offre le jour de ta formation, celui-là, il est vraiment symbolique. Parce que le jour que tu ne seras plus de ce monde, c'est ce turban-là qu'on va mettre autour de ta tête et on t'enterre avec. Ici, il symbolise un peu le lien de l'individu avec l'islam. Donc, quand tu arrives chez Dieu et puis on te dit, ah, mais est-ce qu'il était musulman? Non, mais le symbole est déjà là. Donc, c'est quelque chose qui est fort ancré dans les pratiques au niveau des musulmans. Le second groupe d'établissements, ce sont les médecins, que j'associe ici un peu aux écoles franco-arabes. Voilà, elles sont intervenues autour des années 40 avec le retour des étudiants en provenance des pays arabo-musulmans. On parlait chez vous tout à l'heure. Et à ce niveau-là, la réforme a porté un peu sur le curricula et puis un certain nombre de dispositifs, notamment les salles de classe et tout ça. La dernière catégorie, ce sont les écoles confessionnelles, voilà, intégrées. Et celles-là, elles sont nées d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les organisations musulmanes en 1993. Et la convention dit que les écoles musulmanes peuvent évoluer maintenant comme les écoles catholiques qui, elles, déjà existaient depuis la période coloniale et ont été renforcées par des dispositifs à partir des années 1974. Et là, l'État de Côte d'Ivoire appuyait ces écoles confessionnelles catholiques et protestantes par des financements qui prenaient la forme de prise en charge des salaires. Et c'est à partir de 1992, compte tenu de la crise, que ces dispositions ont pris fin. Et quand la convention avec les musulmans a été signée une année après, la disposition n'a pris que les règles élémentaires, mais le financement a totalement disparu. Donc, au niveau de l'enseignement, vous avez une éducation calquée sur le modèle de l'éducation nationale. Et au niveau des tenues vestimentaires, vous voyez ici, les jeunes filles ont des voiles et tout ça. Et certaines écoles reçoivent des subventions. Voilà. Et au niveau de cette disposition, depuis 1993, au départ, il y a eu peu d'engouement des musulmans quant à l'intégration véritablement, parce que ça s'est passé aussi dans un contexte de crise opposant Ouattara et Bédié et tout ça. Donc, le fait que ce projet ait été initié par un gouvernement, entre guillemets, qui était un peu vu comme opposé aux musulmans, donc la logique qui sous-tendait que ce gouvernement soutienne ces écoles islamiques-là n'avait pas été appréciée par pas mal de musulmans. Donc, sur la période jusqu'en 2008, on ne comptait même pas plus de 20 établissements qui avaient adhéré à ce programme. Et à partir de 2008,
où il va y avoir réellement une rencontre entre les autorités publiques et les musulmans. Il y a un projet qui va être lancé, qui sera le projet d'intégration des écoles musulmanes, qui va donner en 2011 lieu à l'intégration de 22 établissements. Et en 2013, on va avancer, on aura 94 nouveaux établissements. En 2014, on a 209. Et en 2020, avec un fort soutien de l'Union européenne, qui cette fois-ci a pris la mesure de la crise sécuritaire dans la région, puisque il ne fallait pas laisser ces enfants-là sous le contrôle des gens qu'on ne maîtrisait pas, c'est-à-dire des tenants d'établissements dont on n'a pas forcément le contrôle. Avec cette forte implication de la communauté internationale via l'Union européenne, on s'est retrouvé avec l'année dernière, et les résultats ont été rendus publics seulement qu'en février, avec 547 nouveaux établissements. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a autour de 800 établissements confessionnels musulmans qui ont pu intégrer l'école publique, mais les candidats à l'intégration sont 2 fois plus nombreux que ça. Bien qu'il y ait des évolutions, effectivement, il y a des défis à l'intégration. Le premier défi, c'est la pluralité des organisations, c'est la pluralité des organisations engagées dans ce projet-là. La première organisation, c'est la seconde, c'est la mouvance salafite. La troisième, elle est un peu réformiste, mais bon, beaucoup de cadres d'intellectuels musulmans sont là-dedans. Et la troisième, c'est l'organisation de Ousmane Madani du Mali, en Sardine, qui a aussi une centaine d'établissements aussi en Côte d'Ivoire, qui est intégré dans ce processus. Donc, le choc des ambitions fait que parfois, on se retrouve dans des débats tranchés, partagés entre les questions d'idéologie, parce que certains voudraient qu'on intègre cette dimension de l'enseignement, d'autres voudraient qu'on intègre cette dimension. Vous verrez par exemple ceux qui sont les organisations telles que l'OSI et ICRA, qui ont une bonne dose de membres, des intellectuels et tout, et ils souhaiteraient une formation beaucoup plus proche du système éducatif national, contrairement aux salafites, qui souhaiteraient avoir une marge de temps partagé entre l'arabe et puis et ce qui rend les débats souvent coulés. Le second, c'est la question de la subvention. Parce que, évidemment, pour les encourager, l'État leur donne un peu d'argent. Mais il se trouve que depuis que l'argent a commencé à entrer, les problèmes ont commencé. L'argent qui est affecté est censé aider les responsables de ces établissements-là à améliorer le cadre. Mais il se trouve que mes oncles ont d'autres projets. Dès que l'argent rentre, il y a un nouveau projet qui naît. Notamment, le monsieur, il veut prendre une deuxième femme. Tu vois. Donc, dans la perception des acteurs, ils n'ont pas le même regard sur l'aide qui est apportée. Pour les enseignants, c'est une manière de les aider à augmenter les salaires, mais pour le fondateur, c'est un appui qu'on lui a fait, c'est un appui pour davantage remplir ses caisses. Et lui, il affecte à d'autres choses. Le troisième, l'avant-dernier, voilà, c'est le débat de la parité. Et tout à l'heure, j'en parlais, c'est que les acteurs sont partagés maintenant sur la question quelle marge aurait affecté à l'enseignement public, ok, et quelle marge affecté à l'enseignement religieux. L'enseignement religieux a 2 volets, il y a le religieux et puis à l'arabe qui dissocie très bien. Maintenant, bien qu'ils soient conscients qu'on soit orienté vers une sécularisation de la formation, mais il y a un défi qui se pose. L'enseignement coranique à la base n'est pas un boulot salarié. C'est un service pour la cause de Dieu. Donc, ce qui fait que dans les écoles coraniques, à la base, les Doumakala, on ne payait pas. On faisait des dons des élèves au Moualim ou bien au Karamoko, qui faisait le tour de tous les villages, il était dans cette tâche au quotidien. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, en intégrant le système, on va engager d'autres profils qui, eux, n'ont pas été éduqués à cette perception du travail salarié. Quand tu prends un enseignant formé à l'université de Yaoundé 2, tu l'intègres, tu ne vas pas dire non, mais Dieu dit que le travail pour sa cause n'est pas payé. Tu es obligé de le payer. Donc, cette disposition fait que c'est difficile concrètement sur le terrain.
le dernier et grand défi pour moi, ce sont les écoles coraniques traditionnelles qu'on appelle les Doumakaran. Elles sont les oubliées de la réforme. Parce qu'en réalité, avec ce que je vous ai montré au départ là, des gens qui sont assis à même le sol, il n'y a pas de passerelle possible entre ces écoles-là et les écoles publiques. Donc, il y a tout un ensemble de réflexions qui est mené, qui constitue, d'une part, on va intégrer les enfants, et puis on va laisser l'école. C'est-à-dire quoi? Les enfants vont à l'école coranique jusqu'à 8 heures, et puis après 8 heures, ils vont à l'école publique. OK? On intègre les enfants, de sorte que quand ils arrivent au CEP ou au lycée, ils arrivent à échapper au contrôle des maîtres coraniques. Donc, il y a un ensemble de réflexions qui est mené, mais la réalité, c'est que ces écoles coraniques-là ont une base sociologique très importante. C'est à travers qu'elles qu'on pérennise un certain nombre de valeurs. Si tu mets ton enfant à l'école publique, si ta fille, si elle a 16 ans, si tu veux l'enlever pour la donner en mariage chez vous, sa troisième femme, ce serait compliqué. Tu vois? Ce serait compliqué. Tu vas avoir la police dans ton dos et tout. Mais si tu l'envoies chez le vieux dans son Doumakaran, là, de la manière que tu l'as envoyé cadeau, c'est de la même manière que tu vas la chercher cadeau. Donc, il y a toute cette réalité derrière. Tu vois? Donc, ce qui fait que les gens encore, tu vois, ils aiment encore ces écoles-là. Et puis, l'autre élément, c'est que, ouais, je conclue avec ça. L'autre élément, c'est que dans certaines localités, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on met sur la tête, on appelle le Nemo. Et c'est ce qui fait de toi un Karamoko. Quand tu n'es pas Karamoko au nord de la Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas Karamoko, même si tu as fait l'université islamique de Médine avec un titre de doctorat, tu n'es pas considéré comme une autorité religieuse. Ta parole ne compte pas. Donc, il faut avoir fait ce système. Et dans certaines localités-là, tu n'es pas Karamoko, tu ne peux pas être imam. Donc, c'est une école qui légitime certaines postures dans certaines localités de la Côte d'Ivoire et pas des localités des moindres. Ces localités-là sont les portes d'entrée de l'islam dans ce pays. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué. Donc, pour finir, je m'assois. Donc, l'ambition des musulmans dans leur ensemble, de voir ces écoles intégrées depuis les années 60, 70 et 90, aujourd'hui ont été réalisées par le défi de la sécurisation, notamment avec l'influence de Boko Haram, pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, mais on a des attaques à nos frontières et tout, a été réalisé grâce à ça. Mais jamais ils ne l'ont dit ouvertement que c'est à cause de Boko Haram on vous intègre. Ils n'ont jamais dit ça. Non. Mais au fond, c'est ça. OK, merci encore, Issouf, pour cette présentation très riche encore et qui va sûrement susciter des débats et pour respecter le temps. I will try again very briefly, and you will control me, but you'll correct me. But I'll try very briefly to summarize the gist of what this presentation was about for our Anglophone colleagues. So Issouf is also studying a project of educational reform in Côte d'Ivoire and Ivory Coast. The laughter at the beginning was because he said it was Cameroon's second country, Côte d'Ivoire. And it's a reform project of attempting to integrate Islamic education further into the state educational system. The point of departure was the sort of realization that there were lots of students outside of the school system, the formal school system, and that many of them were Muslim students. And in fact, they were going to other schools, but they're not going to the state school system. With the rise of Boko Haram, that, of course, took on another urgency, another concern, and he came back to that at the end. But it's also the question of Muslims asking, as the source of this reform project, for Islamic education to be integrated into the educational system. But that posed a lot of questions about a number of things. And the results, and resulted in, he said that the confluence of these things being asked means that the state then instrumentalized this demand by the Muslim population to ask for Islamic education to be recognized as a tool against Boko Haram, without saying it, as he said at the end, but it became sort of a convenient thing for them to do. I think that was part of the motivating factor for the state to accept it. He then gave us a typology of the different kinds of Islamic education schools or Islamic schools, starting with the traditional Quranic education,
as I think all here probably have some sense of what it means, with different levels, including the first level of largely memorization of the Quran, the second level of the Kidab disciplines, the various Islamic disciplines, and then third level of Quranic exegesis. And of course, those who complete all three levels then become a religious scholar, recognized as such and wearing a turban, and recognized as such. Apart from that traditional Quranic education, there's the questions of madrasas or madrasas, known variously in the region, which are sometimes also Franco-Arabic schools. They're schools that integrate a certain number of Islamic subjects and Islamic education and Arabic, along with other standard ones. And then there's a third type of school that existed in Ivory Coast, which were integrated into the state system at some point, which are the École Confessionnelle, the Islamic confessional schools or religious schools. They're parallel to the religious education that was across the region, I would add, recognized by the state, which is Catholic schools, right? There were Catholic schools that had the state curriculum plus included Catholic education, and those have long been included within the state educational system across the region, while the Islamic schools did not. But there was a reform that allowed for some number of Islamic schools in Cote d'Ivoire to get that status, presumably by adopting the state curriculum in other subjects. And so he said, what the efforts at evaluating or attempting to actually undertake this in the initial years or initial periods, a lot of suspicion of the state, evoking Ivoirian politics and the transformations, and under a state that was seen as largely not sympathetic to the Muslim community. At first, there was very little sympathy for this, but the table that he gave of schools that have been, in fact, asked for and been integrated into the state system, going in 2011 to 2020, with a couple of steps in the middle, from 22 to 94 to 209 to 547 schools. So in the space of, I will count 9 years there, from 22 to 500 and something schools. And there are many more that are requesting this. The point is that this has been a very rapid change that has been accepted. And then in the third part of his presentation, then he talked about what are the challenges of this that are raised by this? What are the challenges of attempting to integrate the Quranic schools or Islamic schools into the state educational system? At the basic level of the Quranic schools, he pointed to the variation in debates among different Islamic religious communities, different tendencies, different groups, different ideological orientations. And so the question of what to teach or the curriculum for the religious part is not easy because there's a debate. It raises a number of debates. Importantly, he then talked about the fact that this integration brought a number of, the point of it was state subsidies, that the state would then help subsidize and pay for these schools as it does for the traditional meaning, in this case, Francophone colonial school. And it says, of course, the arrival of money brings problems that didn't exist before. You can tell there was laughter. There was a bit of humor in here. He pointed out to the fact that sometimes people have other ideas about what to do with the money in running schools, like a second wife might be a priority, etc. So you had some of those things. And then there was a question of the questions of the curriculum itself and of balance or parité equivalence between how much time to devote to the Arabo-Islamic side of the education in these schools and how much to devote to the other secular, in my terms, subjects, other subjects, etc. There's also the issue that they changed the perception of the roles of schools and what the role of teachers is. And traditional Quranic teachers were not paid. This is something done because you believe in the service and the community helps support and provide you with certain things, but they're not paid. This sort of turns that profession into a more professional, modern, if you will, with the expectations of salaries and being paid, with all sorts of implications for Quranic education at the basis. And then he said this reform project, the final challenge, challenge there is that the reform project largely ignored the very traditional Quranic education, focused more on these madrasas and Franco-Arabic kinds of schools, and the traditional Quranic education in villages and in small areas done at the local level, etc., is mostly ignored, and yet it's extremely important. And it's extremely important because it's the curriculum that gives rise to people who have the legitimacy, the karamokos, I think you said, but who eventually to serve as imams, of prayer leaders, of being the kinds of people who the social legitimacy and or religious legitimacy in social lives. And
this new reformed educational system is undermining that without replacing it in any other kinds of ways. And so this is creating all sorts of other social challenges. So he believes there are a lot of questions there. He concluded by saying, although the state doesn't want to talk about it, he thinks that this project has been shaped largely by the fact of, I guess I would say, I think I'm adding this, but there was a long debate about doing this, but the confluence of when it happened and this very rapid increase in these reforms has to do with the states instrumentalizing this in the context of Boko Haram and of other jihadi organizations and wanting to use it. So I hope I've done justice to it a little bit. Thank you. Okay. Merci. Donc, thank you. Merci beaucoup. Je crois qu'on a quand même des présentations très, très riches qui vont susciter beaucoup d'intérêt. Moi-même, j'ai beaucoup de questions. J'avais un intérêt sur ce thème-là. Mais je vais quand même donner la parole d'abord. On va essayer quand même, malheureusement, j'en suis sûr qu'on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais on va donner la parole à 3 ou 4 personnes. Et puis, on va demander aux intervenants de venir très vite pour pouvoir encore donner la parole. Même si on ne peut pas répondre, on peut mettre les questions sur la table. On va revenir, j'espère, dans les espaces, dans les pauses. OK, donc, je vois beaucoup de questions. On va commencer ici par ma gauche avec monsieur, et puis là-bas par madame. Merci. Monsieur, OK, bon, on va faire vous 3 plus madame, et puis on reviendra, OK? Madame revient sur vous après. Okay, allez-y. Merci beaucoup. If any of you can also state your question in English, please do, or if not, I'll try to briefly say what it is. Okay, allez-y. And please, des questions et pas des longs commentaires, parce que moi aussi, j'ai envie de faire des longs commentaires, mais je vais résister. So. Bien, OK. Je vais poser directement la question. Elle s'adresse à... Ma question s'adresse à Shehu. Par moment, j'ai eu l'impression que c'était un réquisitoire. Se passe aujourd'hui. Il ne faut pas forcément avoir peur du changement, parce que le changement ne frappe pas la porte. Ça arrive quand ça arrive. Et donc, ma question c'est, est-ce que finalement, Boko Haram n'est pas, au lieu d'être perçu comme une menace, est-ce que ça ne pourrait pas être une opportunité pour que, enfin, l'État se saisisse de la question des écoles coraniques? Parce qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire, ça a été une opportunité et non pas forcément une menace. Donc, c'est la question que j'allais poser directement à Shehu. Alors, bonjour. Bonjour, je suis Sangou Jonas de l'Université de Yaoundé 2. Alors, j'ai une série de questions. La première question s'adresse à Béché. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la littérature francophone établit une relation décroissante entre l'éducation et le terrorisme? Est-ce que l'avancement de l'école coranique, ou bien là où l'école coranique s'est installée, le terrorisme a reculé? Deuxième question, je crois que c'est environ 3 questions que j'adresse à Shehu. Shehu, je viens d'une localité où on rencontre plusieurs groupes musulmans, par exemple les Wahhabites que vous avez cités tout à l'heure. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le salafisme est en soi violent? Est-ce que le salafisme est en soi violent? Alors, deuxième question, tout à l'heure, vous m'avez fait comprendre qu'il y a une dimension religieuse, fondamentalement religieuse, dans la construction des groupes terroristes. Alors, j'aimerais savoir, ces interprétations erronées du Coran, parce que c'est ce que vous m'avez semblé révéler, les interprétations erronées du Coran et l'instrumentation de ces interprétations erronées du Coran, tout cela a favorisé l'émergence et le développement des groupes djihadistes. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'échec de l'école coranique qui a favorisé l'évolution du terrorisme dans les zones que vous avez étudiées, dans la zone que vous avez étudiée naturellement, le bassin du lac Tchad? Alors, j'ai également une préoccupation concernant l'islam.
la dernière. Alors, si c'est la dernière, je vais plutôt la poser. Je vais plutôt la poser à Binaté. Alors, quelle est la place que le gouvernement, ou bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire accorde aux autorités religieuses, naturellement musulmanes, dans la lutte contre le radicalisme religieux? Merci beaucoup. You can hear me? Okay. A number of questions. One was about the francophone literature, and I think we won't answer that because it was the first presentation. La première présentation, monsieur n'est pas là pour répondre. Mais the second question was, is Salafism inherently violent? And I suspect that our colleague has a lot to answer there, and I'm going to ask him not to go too long on the answer to that question. And then is the other question, if the interpretation of the Quran is wrong by jihadi groups, what is there a failure of Quranic education, of Quranic schools in this wrong interpretation to of Islam purposes? Right. The question was for Yusuf and about so the role of Islamic authorities in the fight against terrorism. Okay. Monsieur, et puis madame, et puis on va aller dans l'autre salle. Allez. Ok, merci. Je m'appelle Koumondoa, étudiant à l'université de Maroua. J'aimerais d'abord remercier le professeur Chéhou parce qu'il nous a fait une démonstration qui nous permet de comprendre que l'Africain est un meilleur élève, même pour tout ce qui vient de l'extérieur, et il nous met déjà en alerte contre le post-humanisme qui vient de plein fouet. Alors, la question, excusez-moi si je vais la poser en français parce qu'en anglais, je ne suis pas sûr qu'elle aura un sens. Elle concerne d'abord toute l'organisation parce que, puisqu'on parle de l'éducation, alors en éducation populaire, la conférence que nous menons est un type d'éducation. Alors, je ne sais pas, le thème ou la thématique de la conférence, insurrection islamiste. Quand j'ai vu le thème en français, moi, ça m'a posé problème. Pourquoi j'ai dit le terme islamiste en lui-même est déjà péjoratif, c'est-à-dire, je peux me tromper, mais certains pourraient percevoir comme moi que c'est de la provocation à propos du terme islamiste. Alors, j'aimerais savoir quel est le but. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer la thématique? Parce que de manière littérale ou littéraire, vraiment, bon, ça n'engage que moi, je peux me tromper. C'était ça la première question que j'adresse à l'organisation. Oui. Et la question au professeur Chéhou, c'est de savoir si l'école coranique, d'après son explication, n'est pas plutôt un phénomène de riposte. Quand on sait qu'en Afrique, la préséance de l'éducation, si on prend l'école coranique et l'école dite moderne, l'école coranique a existé avant l'école dite moderne. Est-ce que ce n'est pas plutôt un phénomène de riposte et même légitime? De riposte, c'est-à-dire une riposte à l'éducation que nous avons aujourd'hui. Merci. In the term of Islamic protest or insurrection in the French. And the second question was for Professor Chéhou about whether this is not a response or a reaction to the Quranic education, which was here first, the process he was describing, more or less. Madame, vous avez la parole. Okay. Bonjour, je suis Marlise Noussi. J'appartiens au réseau de l'Observatoire Pharos. J'ai beaucoup apprécié les présentations des trois intervenants qui étaient très engageantes les unes des autres. Malheureusement, le premier intervenant n'est plus là, mais je vais quand même poser ma question parce que je crois que peut-être les autres peuvent aussi y répondre. Il a parlé dans la revue de littérature de certains auteurs qui proposent d'africaniser l'éducation. Bon, j'aimerais, si c'est possible, d'avoir un peu de contenu parce que le sentiment général que j'ai des trois présentations, c'est que on présuppose que les sociétés africaines précoloniales, traditionnelles, sont incapables de se réformer à partir d'elles-mêmes, par des processus qui viennent d'elles-mêmes. Donc, quand on parle d'africaniser l'éducation, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que nos propres systèmes traditionnels sont insusceptibles
d'être remis en cause et donc de susciter un rejet qui provoque une radicalisation. Parce que là, j'ai eu l'impression qu'on présuppose que la radicalisation prend sa source dans le rejet de l'Occident. Donc ça, c'était la première interrogation. Maintenant, par rapport à la présentation du docteur Seou, il a parlé de l'homme musulman qui a du mal pour qui la première autorité, c'est ce que dit sa religion, ce que prévoit sa religion. Bon, vous en savez plus sur l'islam que moi, mais je crois que même dans la pratique musulmane, elle n'est pas unifiée. Il y a quand même différentes branches et il doit y avoir des différences quand même d'une école à une autre. Donc, ça rentre toujours dans l'interrogation de l'incapacité à se réformer parce que j'ai l'impression qu'on présuppose que dans nos sociétés précoloniales, que fondamentalement l'Africain est incapable de se saisir de la notion et de la réalité d'État ou d'État-nation et que nos sociétés précoloniales étaient complètement unifiées en termes ethniques ou religieux et qu'elles n'arrivaient pas à aborder la multiconfessionnalité. Bon, je vais prendre un exemple, en fait, un contre-exemple, on va dire peut-être en zone bantoue. Quand on parle par exemple des Bamileke, on a parfois tendance à penser qu'ils ont une ascendance commune. Non, pas une ascendance commune. C'est un lieu de migration très ancienne et qui vient de très loin et qui, avec le temps, a harmonisé un certain nombre de pratiques culturelles et religieuses, mais sans écraser les différences, certains aspects spécifiques des différents groupes. Donc, ils ont une ascendance qui est complètement différente. On va entendre, par exemple, des gens qu'on va dire qui viennent des Grassfield, peut-être du Nord-Ouest, d'autres qui viennent, par exemple, des Fans. C'est complètement différent. Mais au fil du temps, il y a eu une harmonisation, j'ai envie de dire, sur certains aspects particuliers qui fait qu'ils se reconnaissent et ils ont établi un lien et une ceinture. Donc, c'est un petit peu ça ma préoccupation. Et je crois qu'elle pourrait aussi également s'étendre au dernier intervenant, le docteur Bonaté. Merci. Okay, merci beaucoup. I think she had a first question for the literature panel first, which we can't answer. The colleague isn't here, but about it. I will add that I think some of these questions are, he said the presentation was about the Francophone literature on this issue. I don't know if there's if that was limited because of linguistic competence or accessibility, or whether there is a sense that the Francophone literature is different from Anglophone literature. And I think some of the questions are trying to do that. My sense is that it's probably not too different. Bon, je ne suis pas sûr que la littérature francophone est si différente de l'anglophone. Et ces questions sur le projet, j'aimerais bien que l'auteur soit là pour nous répondre, mais je ne suis pas sûr. And then the second question was for Dr. Shehu about his point that Islam, of course, is very central. All Muslims, etc., but she pointed to the fact of the diversity of Islam, diversity of Islamic, how do we city and hate in itself like the Bamileke, I think. Allô? Les deux. Donc, allez. We going to allow this here without fully answering these questions, but I think it's very important to get questions as we can continue. We're going to try to have as many questions, and we won't be able to answer them all. Afterwards, I'll take another suite of questions, and we may not have time to answer, but I think putting them there allows us to then continue the discussions around these questions at the breaks. So, Monsieur, une minute ou deux. Merci. Exercice très difficile pour des questions très importantes, très intéressantes. Alors, à mon ami Gigla, je dirais que oui, ça peut être une opportunité de réforme, mais le problème, c'est quel est le contenu de cette réforme-là. Et est-ce que l'école coranique sera encore l'école coranique? C'est là toute la question. Et puis, en réformant l'école coranique, on laisse
la place à quoi? On pourra continuer après. Par rapport au wahhabisme, salafisme, violence, je vous invite à aller sur Internet, chercher le wahhabisme, parce que même dans le monde musulman, c'est connu que le wahhabisme a une certaine illégitimité par son origine et puis par cette alliance entre les Séouds et Abdul Wahhab. Et maintenant, la conquête de la Mecque, l'occupation des lieux saints de l'islam et tout ce qui s'est prolongé. Période coloniale, ouverture vers l'Asie. On en voit maintenant, parfois c'était des anciens de l'école coranique qui sont les premiers élèves à aller à Médine, à aller à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils apprennent avec le haut contact du wahhabisme? 1990, quartier briqueterie à Yaoundé. Vous savez tous les conflits qu'il y a eu entre ces deux écoles-là. Ceux qui sont revenus de ces études-là et ceux qui sont de l'école traditionnelle, dans les familles, dans les mosquées, ainsi de suite. On est passé de l'islamisation dans la période initiale, on est aujourd'hui à l'arabisation, avec des signes. En France, ça crée débat. Quand on parle de voile, du niqab, du hijab, et du burqa, burkini et tout cela, on était musulman, on ne portait pas la burqa ici, on ne portait pas les niqab, on ne portait pas les voiles. Nos femmes ici, c'est les 3 pièces de pain là, et c'est tout. On ne fermait jamais le visage, même en situation de prière. Le musulman ne couvre pas son visage devant Dieu. Mais aujourd'hui, devant les hommes, on vous dit de vous couvrir juste. Donc, il y a des signes, il y a des éléments qui accréditent cela. Et en France, je crois que mai 68, si vous voulez, on continuera le débat, et pour quelque chose dans les écoles. De interprétation erronée du Coran, je dis oui. Parce que même dans le Coran, on dit la ikraha fid-din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Maintenant, questionnez tous les djihad, regardez toutes les conditions du djihad, et je vous envoie à la dernière publication de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui est ici dans la salle, sur cette question du djihad. Et vous verrez qu'est-ce que le djihad, comment on conduit le djihad, quelles sont les finalités du djihad. Et ce matin encore, on a évoqué ces questions-là. Alors, école coranique, phénomène de riposte légitime, plutôt. Ici, il y a un problème de compréhension. Les écoles coraniques ont existé depuis l'introduction de l'islam en Afrique. Par conséquent, les facteurs qui arrivent sont nouveaux et qui viennent impacter l'école coranique. Donc, c'est l'école coranique qui subit. Et aujourd'hui, l'école coranique devient la cible des organisations internationales, du discours des politiques, toutes les réformes-là. J'ai vu, on a parfois des associations maintenant de maîtres des écoles coraniques. Est-ce que c'est encore des maîtres des écoles coraniques? Il a évoqué la dimension spirituelle qui est forte, qui est suprême par rapport à la dimension matérielle. Quand le PNUD vient, c'est avec les milliards, n'est-ce pas? On vous donne les salaires pour enseigner. C'est autre chose. On élabore, j'ai beaucoup de programmes là élaborés par ces structures-là ici. Si vous voulez, on peut les partager tout à l'heure. La question de Marlise, très intéressante. Les religions africaines n'avaient pas cette dose de prosélytisme. Le Bamileke n'a jamais cherché à convertir le Bafia, qui est son voisin, à la religion Bamileke. Les religions africaines sont pacifiques. Elles sont réservées à chaque groupe. Et tous les groupes avaient leur religion, leur Dieu, leur forme de croyance. Le problème vient avec ces religions importées, que ce soit l'islam ou le christianisme. Le christianisme qui est dans la valise du colonisateur. Si le Nord Cameroun, l'Afrique sahélienne est réfractaire à l'école dans sa forme occidentale, c'est aussi parce que la colonisation est judéo-chrétienne. Elle est portée par cette idéologie-là. En tout cas, même si ce n'est pas la vérité ou la réalité, le colonisateur et le missionnaire sont venus ensemble, ils déjeunent, ils dînent ensemble et ils ont un discours qui se rapproche. Et les gens n'ont pas fait la part, eux-mêmes n'ont pas fait la part. Et les discours qu'ils ont développés, c'est de contenir l'islam qui est une menace pour la colonisation. Parce que l'islam a une écriture, l'islam est une religion, l'islam est une culture. Alors les musulmans ont dit, qu'est-ce que vous nous apportez de plus? Nous n'en voulons pas. École franco-arabe et tout ça, c'est des stratégies d'apprivoisement et tout le reste. Bon, je m'arrête là. Non, merci beaucoup. Et vraiment désolé de couper la parole parce que, évidemment, ce sont des débats très, très importants et très intéressants, mais dans l'intérêt du temps et que les autres puissent aussi avoir leur mot à dire un instant. OK. Quelle est la place des autorités musulmanes dans la lutte contre le terrorisme?
la question n'a pas atteint la dimension qu'elle a au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, ou au Niger. Mais sur le terrain, on voit déjà des initiatives des musulmans eux-mêmes déjà parler d'une seule voix à travers une structure qu'on appelle le COSIM. Okay, ce n'est pas la seule structure, mais historiquement, elle est construite de sorte que le lien avec le pouvoir public soit réellement... wow. OK. 15 secondes. Non, tu peux reprendre. Il faut pas, OK. Tu peux continuer. OK. Donc, je disais que la question du terrorisme n'a pas atteint en Côte d'Ivoire la dimension qu'elle a au Niger, au Cameroun, au Tchad ou au Nigeria. Mais n'empêche que sur le terrain, il y a des initiatives déjà qui sont engagées par les musulmans. Notamment, le premier élément, c'est la restructuration de la communauté, de sorte à parler d'une seule voix. C'est-à-dire, face à l'autorité publique, avoir un interlocuteur fiable. Le COSIM déjà représente cette structure-là. Et l'autre élément, c'est les séances de formation et des séances de sensibilisation que les imams organisent de manière périodique dans les mosquées, à l'occasion des prières de Juma et tout, pour passer un certain message de paix et en lien avec la lutte contre le terrorisme. Mais on ne parle pas de terrorisme directement, de sorte à déjà incriminer des gens, tu vois, lancer déjà des préjugés comme quoi c'est parce qu'on vous soupçonne d'être à la base d'initiatives subversives qu'on envoie cet enseignement-là. L'autre élément, c'est le Maroc. Le Maroc qui aujourd'hui porte un islam entre guillemets modéré, que l'État a trouvé quelque part comme une manière d'influencer, contrebalancer l'influence des salafites. Et depuis 2014, l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams octroie des bourses à des prédicateurs musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, depuis 2014, ce sont des depuis lors beaucoup plus ouverts, notamment sur des métiers tels que l'électricité, menuiserie, un certain nombre de choses. Maintenant, l'autre élément, c'est la présence de la Turquie. De plus en plus, est en train de travailler à séculariser le profil des prédicateurs de profil arabophone. C'est-à-dire, il y a des Ivoiriens qui ont quitté le Soudan, l'Arabie Saoudite, qui ont fait un tour en Turquie avec leur background d'arabophone, qui est destiné à devenir des imams au pays. Et compte tenu des difficultés à insérer un certain nombre de métiers, ils font un tour en Turquie, aller faire une formation en business administration, et ils rentrent chez eux. Donc, il y a tout un ensemble de programmes que les musulmans eux-mêmes ont développés. Et voilà. OK. Merci, Youssouf. Again, I'm very sorry. Désolé encore de te couper un peu, de presser un peu. Écoutez, les organisateurs, Paul or Shetima, I need them to tell me, Shetima, I'm very happy to take some more questions on this side, but I need you to tell me when I'm doing pretty good at keeping things in line, but you need to tell me when I have to cut it off. Do we have some questions here? Can he come here? Or the person? Is that, je comprends bien? Il y a une question. There's one question? No. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. On a failli être oublié parce qu'on n'est pas dans votre champ de vision. J'ai une question et un commentaire. Alors, deux questions à mon frère de la Côte d'Ivoire. Au Niger, on a réglé le problème de l'enseignement arabe en créant un cycle franco-arabe, différent du cycle franco-français, si on peut dire comme ça. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez fait la même expérience? La deuxième question, c'est par rapport au soutien de l'État. Est-ce que lorsque l'État apporte un soutien à l'école coranique, il conclut une charte, par exemple, dans laquelle il met la contrepartie que les écoles doivent avoir? Parce qu'un des enjeux du contrôle de l'État sur les écoles coraniques, c'est le contenu des enseignements, pour s'assurer que le contenu est propre, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une charte entre l'État et les écoles coraniques qui inclut peut-être la question du contenu? Et toute dernière question, c'est par rapport à mon frère Chehou. Vous savez, pour le locuteur haussaphone, Boko Haram, ça veut dire que l'école est illicite.
Maintenant, là où on est d'accord, parce que quand vous dites que Boko Haram, ça ne veut pas dire que l'école est illicite, ça pose un problème pour les locuteurs haussaphone. Parce que pour un locuteur haussaphone, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, quand on dit Boko Haram, Boko c'est l'école, Haram c'est haram. Haram ça veut dire illicite. Donc, il y a une cohérence dans le fait qu'on dise que l'école est illicite, ça veut dire que Boko Haram. Maintenant, là où on est d'accord, c'est que quand, là où les gens se trompent, parce que quand les gens de Boko Haram disent que l'école est illicite, ils ne parlent pas de l'école en tant que mur physique. Ils parlent de l'école et de toutes les valeurs qu'il véhicule. Par exemple, dans le cas du Nigeria, ils expliquent que si les gens sont des prédateurs, si les gens détournent l'argent, si les gens trichent les élections, tout ça, ils l'ont appris à l'école occidentale. Voilà donc le petit commentaire que je voulais faire et mes deux questions. Merci. Okay. Bon, oui, il y a deux très bonnes questions, mais je ne vais pas donner la parole. Je vais vous demander de répondre à la pause là. So I want to answer. They had two very good and specific questions for these presenters. Je crois que c'est très important, malheureusement, de conclure. On a dépassé un peu. J'aimerais bien juste pour, souligner un peu, je crois, l'importance de ce thème. Remercier encore le présentateur. Je crois que vous savez sans doute beaucoup, mais le phénomène qu'ils décrivent sur cette initiative des États de réformer l'enseignement arabo-islamique ou coranique, etc., et partout dans la sous-région, surtout dans les pays francophones. J'ai eu à étudier un peu le cas du Sénégal, Mali, Niger, et il y a des réformes très parallèles avec des enjeux très similaires. Mais une question importante que je veux juste, je n'ai pas posé la question, mais souligner une chose que vous avez parlé de l'intérêt de l'État et peut-être des enjeux des élites religieuses et de la formation d'une élite religieuse, mais il y a aussi le facteur populaire. Nous avons trouvé dans nos enquêtes que c'était les parents. Il y a une demande sociale très importante pour une éducation qui a à la fois des valeurs religieuses et une formation utile. C'était un peu dans ces termes. Je vous invite à voir ça. Et pour conclure et pour terminer, juste avec monsieur qui a posé une question sur le titre du colloque, je ne vais pas interroger les présentateurs, mais j'aimerais bien juste, tout à l'heure, j'étais assis dans la salle et j'ai regardé l'affiche qui est devant vous ici. Et je voyais qu'il y a une photo que, il me semble, sont des filles à une école. Donc, ce sont des filles à une école. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a cette photo-là elle ne semble ni protester, ni terroriser, ni créer de l'insécurité nulle part. C'est évidemment parce que cette idée de l'éducation et de la formation des jeunes, elles sont identifiables comme musulmanes à cause de la voile. Donc, si c'était des garçons, peut-être on n'aurait pas utilisé la photo, mais c'est parce que cette question d'éducation et de formation d'une nouvelle génération est vraiment à la base de beaucoup de nos préoccupations. Donc, je veux terminer par conclure, par remercier encore les participants, les organisateurs pour ce panel fort intéressant et les participants pour leur contribution. Merci beaucoup and thank you. OK. Je ne sais pas ce que...